prévenir et lutter contre les violences contre les femmes en situation de handicap. C'est un véritable plaisir de donner la parole à notre première invitée, la vice-présidente, Madame Béatrice Fresco-Rolfo. Pardon, je ne voulais pas dire invitée, je voulais dire notre membre, désolé, pour présenter sa dernière mouture sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes en situation de handicap. Béatrice, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je vais d'abord remercier les intervenantes qui vont prendre la parole par la suite, parce que je pense que nous aurons beaucoup à apprendre de leurs interventions. C'est la seconde note d'information que nous présentons, que je présente. Donc c'est toujours lié donc à cette souffrance que peuvent subir ces femmes en situation de handicap, qui sont toujours invisibilisées dans nos sociétés et dans un contexte qui souvent les vulnérabilise. Je vais y arriver, pardon. Alors, pour ce qui s'est passé après, c'est que j'ai tenu des réunions bilatérales virtuelles avec Madame Pirkko Malakamaki, je vais y arriver, représentante du Forum européen sur le handicap pour la Finlande. J'ai pu échanger avec Madame Yolanda Ayart et Madame Natalia Ostojic du Bureau de l'ONU Femmes pour l'Europe et l'Asie centrale. Je me suis entretenue avec Madame Uldry, coordinatrice de politique au Forum européen sur le handicap, et pu tenir une réunion bilatérale virtuelle avec Monsieur Gérard Quinn, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, et c'était le 14 avril 2023. Donc on parle toujours de la même chose, hein, toujours des obstacles rencontrés par les femmes en situation de handicap, avec les difficultés d'accessibilité des infrastructures, la vulnérabilité de ces femmes par leur dépendance financière, matérielle et familiale qui est souvent organisée. La société impose aux femmes en situation de handicap des conditions d'existence et des représentations qui les transforment en proies privilégiées et garantit l'impunité aux agresseurs. Ça, c'est Madame Elisa Rojas qui nous l'avait dit la dernière fois lors de la dernière audition. Avec nos discussions, avec les différentes discussions que j'ai eues avec les dernières discussions, donc Madame, nous avons beaucoup axé sur les violences sexuelles et c'est les discussions que nous avons eues avec Madame Malakamaki qui a parlé d'un mur de silence autour des violences sexuelles faites aux femmes en situation de handicap dans les institutions et elle a présenté le travail effectué en Finlande. Il y a toujours cette peur de devoir quitter l'institution si on porte plainte contre son agresseur. Mais ce qui n'est pas écrit dans le rapport, c'est qu'il y a aussi la peur des autorités de devoir infliger des sanctions à ces personnes qui travaillent dans les institutions, de peur de ne pas trouver de nouveaux travailleurs sociaux, parce que c'est un travail qui est très difficile, il n'y a pas beaucoup de candidats à ces postes. Dans tous les discours, il y avait quelque chose de commun, c'est que la survivante d'une violence souhaite porter plainte, elle peut être confrontée à un manque de temps de la police, un manque d'accessibilité des infrastructures et donc pas d'aide judiciaire. Quand elle a réussi à garder sa capacité légale, parce que souvent on leur ôte en plus cette capacité d'acter en justice. Donc c'est un accès à la justice qui peut s'avérer problématique et Margaret, notre collègue, en avait déjà parlé dans cette commission parce qu'elle a beaucoup travaillé pour les femmes pour les violences contre les femmes en situation de handicap psychosocial, que malheureusement tous ces cas n'étaient souvent pas pris au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour un rapporteur à entendre, c'est que ces violences ne sont pas prises au sérieux. Donc, Monsieur Quinn, comme je le disais, rapporteur spécial des Nations Unies, a rappelé l'importance de l'accès à la justice et je crois qu'on est bien tous d'accord sur cela. Quand on parle de prévenir des violences faites aux femmes en situation de handicap, on a souvent parlé de l'institutionnalisation et que souvent les violences avaient lieu dans ces institutions. Et donc on a prôné dans un autre rapport qui a été voté dans cette même assemblée en plénière sur l'importance de désinstitutionnaliser les femmes en situation de handicap, enfin les personnes handicapées, dont les femmes en situation de handicap. Et surtout, ce qui maintenant ressort de plus en plus, c'est qu'elles n'ont pas accès à des informations qui pourraient les aider
à sortir de ce système de violence, soit parce qu'elles n'ont pas accès, parce qu'elles souffrent d'un handicap mental, soit parce qu'elles sont sourdes ou ont un problème de vision, et donc elles ne peuvent pas prendre connaissance de leurs droits. Dans leurs observations, le CEDO et le CDPH soulignent que les femmes en situation de handicap sont particulièrement touchées par les discriminations aussi à l'embauche. Donc là, on parle d'un autre relais, parce que pour moi, une discrimination, c'est aussi une forme de violence. Et c'est ce que je voulais aussi souligner dans ce rapport. Autre volet, donc l'éducation à la vie sexuelle et affective, encore trop souvent mise de côté pour les personnes en situation de handicap. Et donc là, on va partir sur les stérilisations forcées, dont les femmes sont victimes, et qui donnent finalement après libre cours à tous les abus qui pourraient arriver en institution. Oui, il n'y a pas de risque à ce qu'on puisse prendre connaissance d'une femme handicapée qui serait tombée enceinte dans une institution. Là, ça pourrait en effet pointer du doigt qu'il pourrait y avoir un problème. Donc là, on va bientôt écouter les autres, mais c'est vrai que quand on parle de ces stérilisations forcées, de ma discussion, et je vais peut-être le dire avec Anna Pelaez ce matin, seule la Suède a prévu des indemnisations pour les victimes de stérilisation forcée. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait suivre. C'est un exemple qu'il faudrait suivre. Ensuite, ce que nous aimerions porter dans ce rapport, c'est que les femmes en situation de handicap devraient participer à toutes les décisions, à l'élaboration de toutes les politiques qui les concernent, et donc apporter un soutien important à tout ce qui est mis en œuvre pour cela, pour les aider. Il faudrait, alors je vais demander aussi l'autorisation peut-être à la Commission, on verra plus tard, mais peut-être de faire une visite d'information dans un pays. Là, on avait parlé du Danemark qui a fait l'inclusion des personnes en situation de handicap une priorité. Peut-être qu'on envisagera peut-être un autre pays avec d'autres aspects qui pourraient être intéressants. Pour conclure ma note d'information, j'aimerais reprendre les mots de Hélène Portal. Lorsque la société considère et traite une personne comme une personne de moindre valeur ou de manière inégale, les barrières qui protègent cette personne contre la violence psychologique, physique ou sexuelle sont réduites. Je voudrais conclure là-dessus. Je vous remercie. Thank you, dear Bill. Merci beaucoup. Merci, Béatrice. Et pour ces exemples concrets aussi de différents États membres, en particulier de la Suède. Effectivement, la peur de signaler, c'est ce qui impacte les études, mais aussi la santé concrètement dans les pays, en particulier qui sont en conflit et ceux qui subissent des guerres d'agression, comme c'est le cas de mon pays natal. Chers collègues, je vous invite à aider notre chère collègue et amie Béatrice qui veut se rendre au Danemark comme premier point focal de la visite en vue du rapport. Si il n'y a pas d'abstention, eh bien nous confirmons votre visite sur le terrain au Danemark. Et si il est nécessaire, Béatrice, que vous vous rendiez dans d'autres États membres, nous serons heureux aussi d'appuyer ces demandes. À présent, je donne la parole à Anna Pelaez Narvaez. Non seulement vous êtes la présidente du comité de l'ONU sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, vous êtes aussi secrétaire générale du Forum pour les handicaps. Je peux vous dire que j'ai travaillé personnellement avec le Forum à Bruxelles, dans votre propre pays, l'Espagne. Vous êtes très bien connue. Grâce à vos travaux, vous êtes aussi vice-présidente exécutive du CERMI, une organisation pour les femmes présentant un handicap. Vous êtes aussi commissaire pour la solidarité et la coopération auprès de l'organisation pour les non-voyants en Espagne qui s'appelle Blind Ones.
C'est un CV des plus impressionnants. C'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui et je vous donne la parole, Madame Pelaez. C'est un honneur pour moi de représenter ici dans ce comité, le comité CIDO des Nations Unies. Merci beaucoup aussi pour me donner la possibilité de venir ici pour parler cette fois-ci par rapport aux situations des femmes en situation de handicap. J'aimerais bien souligner la coopération magnifique que nous avons eue, le comité CIDO, avec le Conseil de l'Europe, particulièrement grâce au travail de Grevio, avec lequel on a une collaboration très étroite. On est ensemble dans la plateforme EDVAO, c'est la plateforme globale internationale pour la violence contre les femmes, où on travaille d'une façon très proche avec les Grevio. Grevio, c'est fondamental aussi pour le travail du comité CIDO par rapport, par exemple, aux considérations de tous les examens qu'on fait dans la région de l'Europe. Donc, vraiment aussi félicitations à tous ces travaux. Et si on prend en considération l'information donnée par l'Organisation mondiale de la santé, et ça c'est dans l'écran, et normalement une de chaque 5 femmes vivent avec une situation de handicap dans le monde entier. Et les facteurs qui donnent la meilleure présence de l'handicap chez les femmes que chez les hommes, c'est la violence contre les femmes. La violence provoque, dans beaucoup de cas aussi, la situation de l'handicap. Et aussi, il y a des autres facteurs comme les conséquences, par exemple, des pratiques néfastes contre les femmes qui donnent aussi comme conséquence un handicap dans beaucoup de cas. Le suivant, la violence contre les femmes et les filles en situation de handicap, c'est une question fondamentale pour le comité CIDO. La considération de ces situations s'est prise dans une approche double. D'un côté, on révise qu'est-ce qu'il se passe en général pour tous les groupes défavorisés des femmes, pour tous les femmes dans les domaines de la violence de genre contre les femmes, mais d'autre façon, on fait aussi, on prête une attention spécifique aux situations des femmes en situation de handicap. Et pour ça, par exemple, c'est fondamental penser aux recommandations générales numéro 35 par rapport à la violence contre les femmes, où directement la considération des femmes en situation de handicap c'est considéré, ou par exemple par rapport aux situations spécifiques et quand on fait la considération et les examens des différents États membres devant du comité CIDO. Quels sont les aspects relevants qu'on doit prendre en considération quand on parle de la violence contre les femmes et les filles en situation de handicap? D'un côté, il faut penser aussi quelles sont l'égalité et non-discrimination par rapport aux politiques des pays, aux politiques publiques du pays. Et il faut aussi considérer l'accès à la justice, c'est clair. Et c'est important aussi considérer les pratiques nocives, néfastes contre les femmes et filles en situation de handicap. On va les voir plus tard. La violence contre les femmes, directement. La traite et l'exploitation sexuelle. La santé inclut la santé sexuelle et reproductive et aussi la santé mentale. C'est très, très clairement lié aux situations de la violence contre les femmes et filles en situation de handicap. Et les consentiments plein, libres et informés des femmes. La capacité légale, c'est aussi quelque chose de très important. Et aussi les mariages et les relations familiales, l'inclusion dans la communauté et les follow-up que le comité a fait par rapport aux situations de la violence contre les femmes et filles en situation de handicap.
Et pour faire toutes ces présentations que j'essaie de partager aujourd'hui, j'ai pris en considération les examens et les conclusions observations que le comité CIDO a fait aux États considérés l'année passée et cette année-ci par rapport à la région de l'Europe. Donc, le Georgia, je ne sais pas si la présentation me suit, c'est le Georgia, la Hongrie, la Norvège, la Slovénie, l'Arménie, la Belgique, la Finlande, la Suisse, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, le Portugal, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà, ça c'est tous les pays que donc on a fait une étude pour vous montrer maintenant ici quelle est la situation. Et la suivante, c'est par rapport à la contribution de la société civile sur la violence contre les femmes et filles en situation de handicap. Je peux vous dire que ici vous avez un tableau aussi où vous pouvez voir que des fois ce n'est pas facile pour le comité CIDO considérer la violence contre les femmes et filles en situation de handicap parce qu'on n'a pas vraiment d'informations. En général, quand on reçoit information, normalement c'est très limité. Vous avez ici dans ces tableaux qu'est-ce qu'il se passe. Par exemple, des fois, c'est des organisations générales, des NGOs générales. Des fois, c'est des DPOs, des organisations de personnes en situation de handicap. Mais presque jamais, et vous le pouvez voir dans ces tableaux, jamais les organisations des femmes et filles en situation de handicap présentent directement informations spécifiques par rapport à la situation qu'ils ont et par rapport à la violence ou par rapport à des autres droits considérés par la Convention CIDO. Et dans les suivantes informations, vous avez par exemple quelle a été la considération des différents pays par rapport à la situation de la violence contre les femmes et filles en situation de handicap. Et pour faire ça, on vous montre si, par exemple, le comité a pris en considération l'accès à la justice, la capacité légale, les pratiques néfastes, la violence contre les femmes, la traite et l'exploitation sexuelle, les consentiments libres, etc. Donc, vous avez dans tous les suivants, je ne sais pas, filming, vous avez toute l'information de chaque pays. J'aimerais bien aussi souligner pourquoi tout cela c'est important. Par exemple, si on parle de l'accès à la justice, en général, vous allez voir qu'il y a des obstacles vraiment très graves pour lesquels les femmes en situation de handicap n'acceptent jamais à la justice. Et une fois, par exemple, qu'ils acceptent, il n'y a pas par exemple, des considérations spécifiques sur les besoins qu'ils présentent par rapport à ça. Si on parle, par exemple, des pratiques néfastes, on va voir dans différents pays quelle était la situation. Et je peux vous dire que, par exemple, la situation de la stérilisation forcée, c'est une pratique assez, entre guillemets, normale par rapport aux femmes en situation de handicap intellectuel ou psychosocial, par exemple. Et c'est vrai que si on parle, par exemple, de la violence contre les femmes en général, les femmes en situation de handicap qui sont victimes de ces formes de violence, normalement, elles sont dérivées au service spécifique de l'handicap, mais jamais au service, ou presque jamais, au service spécifique de la violence contre les femmes. La traite et l'exploitation sexuelle, c'est un domaine où on a vu directement que ça arrive aussi, ces violences contre les femmes en situation de handicap, mais qu'il n'y a pas de date du tout par rapport à ça. Le consentement libre et informé, c'est une pratique qui n'est pas prise en considération presque dans aucun des pays qui était considéré par la révision qu'on a faite.
Et la même chose, c'est par rapport à l'accès à la santé, par exemple, spécifique, ou par exemple par rapport aux considérations et des autres affaires de la vie, par exemple, du mariage ou de la vie familiale. Pas mal de femmes qui sont handicapées, qui ont des enfants, et peuvent rester, par exemple, avec les enfants et avec la tutelle et la custodie des enfants dans beaucoup de pays à cause de l'handicap, ou même, des fois, elles peuvent même pas rester dans une institution avec les enfants parce qu'ils sont retirés directement de leur custodie de ça. Quelles sont les recommandations? Donc maintenant, on va voir et on passe, parce que si vous avez l'information générale de tous les pays, mais j'aimerais bien attirer votre attention sur les recommandations que le comité CIDO a fait par rapport à la violence contre les femmes et filles en situation de handicap. Je ne sais pas si la personne qui m'aide à ça, passer la présentation, est déjà, si l'égalité en non-discrimination pour la politique générale. En général, il faut que toute la politique de l'handicap prenne en considération directement la situation des genres, que ça n'arrive presque jamais, mais c'est aussi fondamental que la politique des genres et des droits des femmes prenne en considération la diversité de toutes les femmes et particulièrement la situation de l'handicap. Mais c'est aussi très important dans toutes ces politiques, deux recommandations qu'on a faites. Une, c'est par rapport à la consultation directe des femmes en situation de handicap. Et la deuxième, c'est le besoin qu'on a que ces femmes qui représentent femmes en situation de handicap peuvent devenir partie des organes, des consultations de la politique des femmes dans l'État, dans les différents pays. Par rapport à l'accès à la justice, d'abord, il faut dire que beaucoup de femmes en situation de handicap n'ont pas l'accès à la justice à cause de leur legal capacity, la capacité légale. S'ils n'ont pas la capacité légale, et si c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir les représenter devant la justice, ça veut dire qu'elles ne vont pas dénoncer leur situation particulière par rapport à la violence. Ça, c'est clair. Mais aussi, il faut dire que le système judiciaire, en général, n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Et ça veut dire que si une femme sourde aveugle, ou si une femme avec un handicap intellectuel, ou si une femme, par exemple, en fauteuil roulant, veut accès à la justice pour n'importe quelle situation, elle doit pouvoir le faire. Mais pour l'instant, les obstacles sont vraiment très, très, très importants. C'est pourquoi une des recommandations, c'est aussi lié à la formation du personnel judiciaire, parce que ces personnels doivent connaître quels sont les besoins, et les besoins ne sont pas les mêmes pour les différents handicaps et les différentes personnes. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire la considération. L'accès, par exemple, à l'assistance légale gratuite, c'est quelque chose de très important. Il y a des pays, par exemple, comme le Georgia, qui a donné l'assistance légale gratuite à la justice des femmes en situation d'handicap pour essayer d'accélérer l'accès à la justice de ces populations, de ces groupes particuliers des populations féminines, qui est les 20% des populations des femmes. Il faut dire que, par exemple, dans des pays comme la Turquie, une femme en situation de handicap, par exemple, ne peut pas devenir juge. C'est une limitation dans la législation. Et il y a des autres pays qui ont aussi des autres limitations pour l'accès à la justice. C'est une des recommandations que nous avons données aussi par rapport à ça, c'est que particulièrement les femmes en situation de handicap doivent connaître leurs droits et doivent connaître qu'elles ont
la possibilité de dénoncer et d'accéder à la justice. Donc vous avez ici toutes les recommandations qu'on a faites par rapport à ça à tous les pays. Par rapport à la capacité légale en général, même si les CIDO à l'article 15, c'est très difficile de considérer la situation de legal capacity, la situation légale des femmes en situation de handicap, parce qu'il n'y a pas d'informations et de données présentées par les États, par la société civile et par des autres parties intérêts quand on fait la consultation pour les examens des différents pays dans les comités CIDO. Et ici, par exemple, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays, pas seulement la recommandation qu'on a fait ici pour la Belgique, ça c'est le cas par rapport aux 12 pays qu'on a considérés, mais la restriction de la capacité légale chez les femmes en situation de handicap, c'est une pratique assez commune dans beaucoup de pays de la région de l'Europe. Si on parle maintenant des pratiques néfastes, je peux vous dire que la typification comme délit, pas seulement de l'estérilisation forcée, mais aussi des autres pratiques néfastes qui affectent particulièrement aux femmes, et particulièrement aux femmes en situation de handicap, n'est pas considérée par la législation de beaucoup de pays. Et même quand c'est considéré, il n'y a pas de réhabilitation et de réparation comme victime de ces pratiques. Donc maintenant, vous avez ici les recommandations que le comité CIDO a fait par rapport à tous ces 12 pays de l'Europe qu'on a considéré l'année passée et cette année-ci, et qui s'adressent à ça. J'aimerais bien, par exemple, souligner une pratique que c'est les mariages forcés, que c'était dénoncé par beaucoup de femmes en situation de de l'Ukraine précisément, et parce que dans le cas des hommes qui essayent de se marier avec ces femmes, essayant de sortir du pays comme personal assistant, comme assistant personnel de ces femmes-là, et comme ça, ces hommes peuvent quitter les pays. Donc, il faut aussi prendre en considération toutes ces situations, que c'est aussi des formes de violence. Si on parle directement de la violence contre les femmes, quand on considère l'article 5 de la Convention CIDO, il faut dire d'un côté qu'en général, il n'y a pas de législation sur la violence contre les femmes dans beaucoup de pays. Et s'il y a ces législations, en général, la considération des groupes défavorisés, ce n'est pas tenu en considération par rapport à la loi. Mais il y a des cas où, par exemple, l'agression sexuelle et la violation contre une femme en situation de handicap, la condamne, c'est moins que si c'est contre une femme sans handicap. Hein. Et ça arrive dans quelques États de notre région, et donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment réviser. Il faut aussi attirer l'attention au fait qu'il n'y a pas de données officielle sur la situation de la violence contre les femmes et filles en situation de handicap. Pourquoi? Parce que normalement, ces populations ne connaissent pas que la façon dans laquelle sont traitées par les autres, c'est de la violence. Parce qu'elles connaissent la violence depuis toujours. Et elles ne savent pas reconnaître que c'est une question qui peut être dénoncée. Et donc, c'est à cause de ça, et c'est à cause du peur à perdre les soutiens pour la vie qu'elle ne dénonce pas. Elle ne peut pas dénoncer au tuteur, parce que sinon, elles n'ont pas la possibilité d'habiter chez lui ou avec lui. Elles ne vont pas dénoncer l'institution
où elles habitent, la violence contre les femmes en situation de handicap dans des institutions, c'est terrible, et il n'y a pas de surveillance indépendante par rapport à ça. Et vous avez ici aussi tout ce qui sont les recommandations qu'on a déjà posées par rapport à ça. Il faut dire aussi que seulement la considération de la variable d'handicap doit être tenue en considération par rapport à toutes les données officielles de la situation de la violence de genre contre les femmes. Et il y a très peu de pays où ces situations, où ces variables d'handicap est considérée. Et par rapport au féminicide, par rapport à toutes les formes de violence contre les femmes. Et il faut faire beaucoup de choses là-dessus, surtout aussi pour l'identification précoce et la prévention de la violence chez les femmes et filles en situation de handicap. Pour la traite et l'exploitation de la prostitution, c'est l'article 6 de la CIDO. Je peux vous dire que, par exemple, aussi c'est l'Ukraine une fois de plus, il y a beaucoup de pays qui sont nommés ici, j'attire l'attention dans des différents pays. Hein. Mais par exemple, et la situation qu'on a vue chez l'Ukraine peut aussi se répéter pour des autres pays. Qu'est-ce qu'on a vu? Que la plupart des femmes qui sont dans des institutions, ou des filles qui sont dans des institutions publiques, sont des femmes en situation de handicap. Et ces femmes ou ces filles qui sont dans des institutions statales comme des orphanats, etc., ont un risque très grand de tomber dans la traite et l'exploitation sexuelle, par exemple. Mais on voit aussi que, surtout, par exemple, dans quelques institutions, et c'est particulièrement difficile dans un moment, dans un pays avec un conflit armé, c'est clair, c'est difficile. Et la plupart des gens qui sont dans cette institution n'ont pas de registre identitaire personnel. Et donc ça, c'est aussi un risque de tomber aussi dans la traite et l'exploitation sexuelle. Si on parle de la santé et en considération de la santé sexuelle et reproductive et la santé mentale, normalement, une fois de plus, il y a des limitations très graves qui s'adressent aux femmes et filles en situation de handicap. Vous avez ici, je n'ai pas beaucoup de temps, vous avez ici toutes les recommandations qu'on a faites. Je peux vous dire que seulement la possibilité d'être explorée génétique dans pour la situation gynécologique, oui, pardon. Oui, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas, par exemple, des bêtes qui sont accessibles ou la possibilité de l'exploration. C'est inaccessible pour beaucoup de femmes qui sont même victimes de la violence sexuelle. Si on parle de consentement libre, plein et informé, c'est un droit qui n'est pas respecté dans beaucoup de pays. Vous avez ici, par exemple, pour la Belgique, le Portugal, pour beaucoup de pays. Hein, ce n'est pas. Et même si il y a la possibilité, il y a dans la loi la limitation de la stérilisation forcée, les médecins ont des fois un permis très large pour la considération de la stérilisation forcée. La stérilisation forcée, c'est une condition aussi qui condamne à la femme à une situation de vulnération, d'exposition très grave par rapport à la violence sexuelle. Parce que la communauté autour connaît que ces femmes sont handicapées et va pas avoir une grossesse
personne va la croire si elle essaye de dire quelque chose, et donc elle est beaucoup plus exposée à la violence. Les mariages et les relations familiales. Ici, il faut dire qu'il y a des institutions. L'institutionnalisation, c'est aussi c'est une vulnération des droits de la personne à vivre dans la communauté. Mais il y a, comme je dis, beaucoup d'institutions qui sont chargées avec des femmes en situation de handicap. Des 4 personnes institutionnalisées, à peu près 3 sont des femmes en situation de handicap. Et normalement, la situation, s'ils ont des enfants, normalement, elles ne savent pas rester avec les enfants, et elles ne reçoivent pas de soutien pour la custodie des enfants, et elles perdent souvent ces custodies à cause de ne pas avoir la possibilité d'avoir une vie dans la communauté avec tous les soutiens qu'il leur faut. Vous avez ici toutes les recommandations qu'on a faites par rapport à ça, par rapport aux pays qui se sont considérés. Et vous avez les différents pays. Et il faut dire aussi que des fois, s'il y a plus d'informations par rapport aux pays, quelques pays, c'est grâce aussi aux données qui sont offertes par la société civile et des autres parties intéressées. Et finalement, par rapport à la vie en la communauté, vous avez ici les recommandations aussi qu'on a données et aux États considérés, et par exemple par rapport à l'Arménie, ou par exemple par rapport au Portugal, et que ce sont vraiment des recommandations fondamentales pour améliorer la situation de la violence contre les femmes et les filles en situation de handicap. Et une fois de plus, j'aimerais bien remercier ces comités pour ces considérations et aussi pour la considération de ces rapports spécifiques. Et je suis à votre disposition pour n'importe quelle question. Merci beaucoup. Merci, thank you so much. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Pelaes. Merci d'avoir mentionné les occasions particulières, mais également les inconvénients qui se présentent en raison des conflits armés qui sévissent dans les États membres du Conseil de l'Europe. Nous avons beaucoup à faire avec les institutions sur le terrain, le reporting, le manque d'information, le manque de soutien aussi parfois. Mais c'est vrai que dans le cas de l'Ukraine, nous faisons de notre mieux à l'heure actuelle pour informer, pour qu'il y ait des points d'information afin de prévenir la traite des êtres humains, de procéder à des registres. Mais nous comprenons bien entendu que lorsque 7 millions de personnes fuient et que la majorité sont des femmes et des enfants et qui parfois se voient offrir un moyen de transport gratuit qui n'était absolument pas gratuit, eh bien c'est une problématique que nous devons gérer au moment où elle survient, et nous le ferons de concert avec les États membres du Conseil de l'Europe. Je suis sûre que nombre des membres de cette commission ont pu voir les références que vous avez faites à leurs propres États. Et donc peut-être que je demande au secrétariat de partager avec l'ensemble des membres votre excellente proposition et présentation, parce que peut-être que il y a des amendements, des transformations qui pourraient être apportées aux lois actuelles dans les différents États membres en nous fondant sur ce que vous avez évoqué. Vous avez évoqué la difficulté à recueillir des données. Bien entendu, cela nous ramène à la difficulté de reconnaître les différents types de crimes et de délits et à la question de la justice qui doit être offerte à chaque être humain en nous fondant sur le fait que nous sommes des êtres humains. Un grand merci, madame, pour cette excellente présentation et ce formidable rapport. Je vous propose peut-être que la présidente du Grevio nous en dise davantage.
Je pense que nous n'avons pas besoin de la présenter, nous la connaissons toutes et tous. Je souhaitais, dans la droite ligne de notre discussion, et avant de passer la parole à Madame Iris Loirazi, de parler également de la plateforme sur les mécanismes d'experts indépendants concernant l'élimination de la discrimination et de la violence faite aux femmes, qui est une plateforme qui réunit les Nations Unies, mais aussi d'autres entités internationales au niveau des experts. Voilà, sans plus attendre, Madame Loirazi, vous avez la parole. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission de l'égalité, Mesdames et Messieurs les membres de l'APCE et du réseau parlementaire pour les femmes sans violence. Madame la Présidente, chers amis, permettez-moi de remercier l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de m'avoir adressé cette invitation à m'exprimer ici aujourd'hui pour cette réunion conjointe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes en situation de handicap. Permettez-moi également d'adresser mes remerciements à Madame Béatrice Fresco-Rolfo. Merci d'avoir préparé un rapport si intéressant et si utile sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes en situation de handicap. Il s'agit d'un sujet de grande importance qui a des répercussions sur la vie de bien des femmes dans l'Europe entière. Et bien entendu, c'est une problématique qui est sur le radar du Grevio. Je suis ravie de partager aujourd'hui le panel avec Madame Ana Peláez Narváez, qui est présidente du et qui est une excellente experte qui a coopéré avec le Conseil de l'Europe à nombre d'occasions sur des questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes qui ont des répercussions sur les femmes atteintes de handicap. Elle a d'ores et déjà planté le décor pour nombre des points que je souhaitais à mon tour soulever aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je ne prendrai pas plus de 10 minutes afin que vous ayez ensuite la possibilité de poursuivre votre ordre du jour et peut-être de poser des questions. En tant que présidente du groupe indépendant d'experts qui suit la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et contre la violence domestique, à savoir la Convention d'Istanbul, qui est mieux connue sous ce nom, eh bien j'aimerais que mes observations soient placées dans un contexte plus vaste, à savoir l'approche qui est celle de la Convention, c'est-à-dire de prévenir toutes les formes de violences fondées sur les genres contre les femmes, de protéger les victimes, de traduire en justice les auteurs et de le faire à travers une approche holistique de politiques intégrées et coordonner des lois également, avec une compréhension genrée de la violence faite aux femmes et agir de manière non discriminatoire. Permettez-moi peut-être de commencer avec l'article 4 de la Convention, qui est une disposition clé, puisque c'est une disposition qui établit l'obligation pour les États partie à prendre des mesures et à promouvoir et protéger les droits de l'ensemble des femmes de vivre sans violence, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Deuxième point, condamner toutes les formes de discrimination contre les femmes et adopter des mesures afin d'interdire de telles discriminations. Enfin, troisième point, mais pas des moindres, mettre en œuvre la Convention, notamment les mesures concernant les droits des victimes sans discrimination sur quelque fondement que ce soit, comme handicap ou autre statut, et cela fait partie d'une liste qui n'est pas exhaustive. L'obligation de garantir l'application effective de la Convention pour l'ensemble des femmes et des filles découle de la réalisation que la discrimination vis-à-vis d'un certain nombre de groupes de femmes et de filles qui font l'expérience de la violence, par exemple aux mains des forces de l'ordre, du judiciaire ou encore de fournisseurs de services, eh bien c'est un phénomène qui est encore répandu. Certains des résultats identifiés par le Grevio concernant certains des écueils au niveau national pour protéger de manière adéquate et pour assister les femmes atteintes de handicap qui sont victimes de violences incluent notamment le manque de données, le manque de recherche, le manque d'études concernant la prévalence des violences faites aux femmes contre des femmes atteintes de handicap. Il existe également un manque de coordination entre les politiques nationales portant sur les violences contre les femmes et les politiques sur les droits des personnes atteintes de handicap. Mais nous avons constaté qu'il y a également un certain nombre de pays qui engagent des mesures pour essayer d'établir ce lien. Nous avons constaté dans notre rapport un manque d'informations accessibles concernant les violences faites aux femmes et les solutions disponibles pour les femmes atteintes de handicap. Malgré tout, il existe un certain nombre de pays qui apportent des informations accessibles, comme par exemple un site internet de bonne qualité qui a été créé en Suisse. Dans nombre de pays, la plupart des refuges ne sont pas accessibles pour les femmes atteintes de handicap. Et la majorité de ces refuges n'acceptent pas des victimes de violences atteintes de handicaps psychosociaux. Et il n'y a pas de lieu alternatif pour leur offrir la sûreté et pour répondre
répondre à leurs besoins. Nombre des numéros verts pour les femmes victimes de violences, eux aussi, ne sont pas accessibles aux femmes, par exemple, qui sont sourdes ou malentendantes, mais sur une note positive, eh bien, il faut savoir que le numéro vert français, désormais, est accessible aux malentendantes. La prévalence de la violence sexuelle, y compris le viol, est plus importante parmi les femmes atteintes de handicap, notamment les femmes qui sont dans des institutions, c'est ce qui a été mentionné par le rapport, et il existe très peu de connaissances et des solutions très limitées pour ces femmes. Ensuite, les avortements forcés, la stérilisation forcée affectent encore nombre de femmes atteintes de troubles psychosociaux qui n'ont pas de capacité juridique. Dans nombre de pays, la situation est loin d'être bien connue. Il existe également des vides juridiques lorsqu'il s'agit de préserver les droits de ces femmes, d'apporter leur consentement à certains actes médicaux. Mais nous avons constaté que les lois évoluent dans un certain nombre de pays, comme par exemple en Espagne, où la stérilisation des femmes sous tutorat a été interdite. Il y a également un manque de soutien, de faire rapport des violences aux forces de l'ordre à la police et de participer à des poursuites judiciaires, puisqu'il y a encore des préjudices. En ce qui concerne les ordonnances de protection, lorsqu'une femme atteinte de handicap dépend de l'auteur des violences, eh bien, généralement, ce dernier est également celui qui apporte le soutien. Donc, s'il y a un ordre de protection qui est émis, la femme victime de violence se retrouve sans soutien, sans support. Les femmes migrantes et les femmes demandeuses d'asile atteintes de handicap sont également confrontées à la violence et elles sont aussi confrontées à des obstacles pour avoir accès à la protection et à des services pertinents. Nombre de ces femmes sont atteintes de troubles psychosociaux, comme par exemple des problèmes tels que les troubles post-traumatiques, entre autres. Jusqu'à présent, le Grevio a publié 29 rapports d'évaluation de base par pays et 7 supplémentaires seront publiés d'ici la fin de l'année. Tous sont disponibles en ligne. En 2021, il y a 2 ans donc, une révision à moyen terme horizontale de notre travail d'évaluation a été préparée pour analyser les conclusions et les résultats du Grevio et de le faire sur une base thématique. Ce rapport s'est penché sur les 17 premiers rapports d'évaluation pays qui ont été menés par le Grevio et un des résultats identifiés, c'est que la majorité des rapports ont pris note du fait que faire rapport des actes de violence et chercher de l'aide pose particulièrement problème pour les femmes atteintes de handicap ou pour les mères d'enfants atteints de handicap. Les obstacles qui sont rencontrés incluent notamment le manque d'accessibilité des commissariats de police, des stéréotypes, un manque de formation pour les officiers des forces de l'ordre, un manque d'information en format accessible et un manque de soutien en ce qui concerne les services disponibles. Autre recommandation pertinente du Grevio, c'est le besoin de répondre au manque d'implication de certaines organisations qui représentent les femmes, qui pourraient être confrontées à des formes intersectionnelles de discrimination dans le développement des politiques portant sur les violences faites aux femmes. Mais nous avons également des exemples encourageants et positifs. Donc permettez-moi de vous parler de cette note positive. Le Grevio accueille favorablement le fait qu'à Malte, une entité de coordination a été créée pour des politiques et des mesures afin de prévenir et combattre les violences faites aux femmes, avec des membres très divers. Nous avons une personne atteinte de handicap, des représentants des ONG, une victime, mais également une représentante de la communauté LGBTI. L'Islande a mis en place des officiers chargés de la protection des droits des personnes atteintes de handicap afin de les informer quant à leurs droits et de s'assurer que ces droits soient respectés. Par exemple, nous avons une initiative qui est qu'un membre de la police doit appeler un tel officier, donc un tel représentant, si une femme atteinte de handicap fait part de victime, qu'elle est victime de violence. En outre, un accord entre l'association des refuges des femmes et des hôtels ont été mis en place afin de garantir davantage d'accessibilité aux femmes atteintes de handicap. Il y a aussi du conseil et du soutien. L'Allemagne a développé une étude de recherche sur la prévalence des violences faites aux femmes atteintes de handicap et il y a une étude plus récente qui travaille sur les violences faites aux hommes et aux femmes atteints de handicap qui vivent dans des institutions. La Bosnie-Herzégovine a également mené des recherches sur l'expérience des violences fondées sur le genre perpétrées contre des femmes atteintes de handicap. Autre
point crucial que je souhaitais soulever, c'est l'écart dans la protection accordée aux femmes atteintes de handicap qui n'ont pas la possibilité d'émettre un consentement en ce qui concerne deux types de formes de violences faites aux femmes qui sont couvertes par la Convention d'Istanbul. D'une part, la nécessité de pénaliser l'avortement forcé et la stérilisation forcée, conformément à l'article 39 de la Convention. Permettez-moi de vous apporter quelques exemples concrets du travail de suivi du Grevio. En Serbie, le Grevio a fait part de ses préoccupations concernant la situation de femmes atteintes de handicap dans des institutions résidentielles qui sont particulièrement vulnérables à ces avortements forcés. Concernant les femmes atteintes de handicap qui sont sous tutorat, eh bien les tuteurs souvent donnent leur accord à un avortement en partant du principe que c'est dans le meilleur intérêt de la femme concernée. Le Grevio a clarifié qu'il faut œuvrer davantage afin de s'assurer que l'intervention médicale à laquelle il est donné un consentement juridique par le tuteur est effectivement en ligne avec la volonté réelle de la femme concernée. En Espagne, le Grevio a pris note du fait que les tuteurs n'ont plus la possibilité d'autoriser la stérilisation et que ce pouvoir maintenant est entre les mains d'un juge. Mais il y a encore des préoccupations concernant le manque de transparence, concernant des procédures en termes d'incapacité juridique qui peuvent être initiées, notamment pour autoriser la stérilisation de femmes atteintes de handicap. Le Grevio a souligné que davantage doit être fait afin de s'assurer que les droits reproductifs des femmes atteintes de handicap soient respectés en leur mettant à disposition tout l'ensemble des possibilités de contraception sans avoir recours à des mesures invasives et permanentes comme par exemple la stérilisation. Un projet de loi pour réfuter l'autorisation judiciaire de la stérilisation et qui requiert un consentement plein et informé des femmes atteintes de handicap a été discuté lors de l'évaluation du Grevio et cette mesure a d'ailleurs été adoptée en octobre 2020. Pour conclure mon intervention, permettez-moi brièvement de faire référence au nouveau questionnaire pour le premier cycle d'évaluation thématique que le Grevio a lancé en 2023. Il s'agit d'un public qui est disponible publiquement sur le site internet du Grevio et qui est intitulé « Construire la confiance en apportant soutien, protection et justice ». Je suis fermement convaincue que la confiance des femmes victimes de violences, y compris les femmes atteintes de handicap, est absolument essentielle pour que nous puissions avancer dans la prévention et dans la lutte contre les violences fondées sur le genre et contre les violences faites aux femmes, mais aussi en poursuivant en justice les auteurs des violences. J'espère que ma présentation vous aura semblé utile pour les travaux en cours sur cette thématique. Je suis à votre entière disposition si vous avez des questions concernant les travaux du Grevio et je suis à votre entière disposition pour le débat. Merci beaucoup. Very much. Merci beaucoup, chère Inès, chers collègues. J'aimerais vous inviter à passer directement à la session de questions-réponses. Comme on n'a que peu de temps, je vois que Margaret souhaite poser la première question. Je vous en prie. Merci beaucoup à l'une et à l'autre pour ces présentations. Et merci aussi à Béatrice. À vrai dire, j'ai d'abord une préoccupation avant de prononcer ma question. Parce que quand on parle de femmes et d'handicap, il s'agit d'une véritable palette de sujets, tout un éventail. Et en fait, on ne peut pas comparer les situations, à mon avis. Il y a différentes situations de handicap. Cela peut être un handicap physique, un problème de santé mentale. Parfois, c'est une impossibilité de communiquer, parfois c'est une impossibilité de décider. Donc, c'est très difficile de tout mettre dans un sac, entre guillemets, en disant les femmes en situation de handicap. Je ne sais pas si cela rend justice à toutes, mais ma question, quant à elle, porte sur les femmes dans la pire situation, si j'ose dire, qui sont en institution et qui ne peuvent pas communiquer, qui peut-être s'exprime au maximum comme un enfant de 5 ans. Je le dis parce que je travaille en tant qu'avocate pour les droits des femmes et j'ai eu un certain nombre de victimes clientes. Et surtout pour la question du consentement. C'est tellement difficile, que ce soit le consentement pour les relations sexuelles, parce que ce n'est pas nous
d'imposer notre vision quant à savoir si, oui ou non, cette personne devrait avoir des relations sexuelles. Parce que les femmes en situation de handicap devraient aussi avoir un libre choix. Mais c'est là que la question se pose. Est-ce que c'est un libre choix? Est-ce que c'est un consentement? Ou est-ce que c'est leur faire violence? Quelles mesures doivent être prises pour entendre les témoignages? Moi, je n'ai pas de solution, par contre. Je ne pense pas non plus que vous ayez de panacée, mais peut-être quelques idées, quelques réflexions. Comment traiter du groupe qui pose le plus de difficultés? Merci beaucoup, Margaret. C'est très vrai. Quand on prend les recommandations, vous devez avoir également la dimension et le champ d'application des questions dont nous parlons est vraiment très vaste. Nous sommes l'une des commissions les plus courageuses. Avec un grand nombre de résolutions, nous sommes premiers en la matière et nous touchons à un grand nombre de questions difficiles. D'ailleurs, là où j'ai été élu, nous avons aussi une école pour les personnes porteuses de déficiences visuelles. Et nous travaillons avec les diplômés, ceux qui sont sortis de ces écoles et qui cherchent un emploi, en particulier les femmes et les filles. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent et des problèmes qui se posent qui sont très, très différents. Avant de redonner la parole à Béatrice, j'aimerais donner la parole à Petra pour une question. Merci beaucoup, Maria. J'aimerais remercier nos deux présentatrices, nos deux invités, pour des introductions très enrichissantes. J'ai une observation, et peut-être plus pour Béatrice. En tant que membre du Parlement, c'est nous qui élaborons les lois, et ces lois devraient protéger les femmes face à ce type de violence. Mais j'ai compris à quel point nous en savons peu sur l'accessibilité avec nos propres collègues. Dans la deuxième chambre, j'ai une collègue qui a des déficiences auditives et c'est grâce à elle que j'ai compris à quel point notre propre environnement, notre Parlement n'est pas adapté. Donc Béatrice, j'aimerais vous inviter à voir comment nous pouvons inviter nos propres institutions à se sensibiliser à ce qui est autour de nous. Et c'est aussi une question de formulation, de langue. Parce que si on dit blind spot, une tache aveugle, un point noir, ou si je dis un angle mort, tout ça est connoté. Quand on utilise certains mots qui ne sont compréhensibles que des voyants, c'est nuisible. Et la question que je pose, c'est finalement celle de l'accessibilité de notre démocratie. Si notre démocratie n'est pas accessible, comment rendre notre législation accessible à toutes les personnes porteuses de handicap? Merci, merci Petra. Béatrice, désolée, nous avons encore une intervention avant de vous donner la parole. Merci Madame la Présidente. J'aimerais remercier bien entendu nos invités et notre rapporteuse pour ces interventions. C'est un sujet vraiment de taille. C'est très difficile d'en parler en si peu de temps. J'étais kinésithérapeute. Nous avons travaillé avec des jeunes, avec des enfants, avec des personnes qui avaient des difficultés physiques, avec des personnes souffrant d'un handicap, mais nous ne pouvons pas paternaliser. Il est très important que les jeunes et les jeunes femmes expriment très clairement leur volonté, ce qu'elles souhaitent. En ce moment, nous avons une crise de l'inflation, du coût de la vie, partout. Et cela coûte plus cher de vivre hors de la communauté. Il faut beaucoup de ressources, il faut beaucoup de soutien. Et il est clair qu'il faut apporter ce soutien. Mais n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, on essaye un peu de forcer le maintien en institution. Mais comme vous l'avez dit, à juste titre, s'il y a des actes criminels qui ont lieu dans ces institutions, il faut absolument que l'on sache ce qui s'y passe. C'est extrêmement important, donc vous avez tout à fait raison de le souligner. Pour ce qui est de la capacité juridique, de la privation de liberté, vous avez tout très bien expliqué. J'aimerais dire que s'il y a des meilleures pratiques, par exemple dans des villages, tout près de nous où j'habite,
il y a un village pour les personnes qui ont du mal à apprendre, des déficiences en la matière. Eh bien, c'est un lieu très sûr, très propice justement à l'apprentissage. Et je pense qu'il serait bon que vous vous rendiez sur le terrain dans des endroits où on a des meilleures pratiques et on a ce qu'on voudrait avoir partout. Merci, Madame Jones. Béatrice, est-ce que vous souhaitez soit poser des questions, soit conclure? Plutôt des questions, Madame la Présidente. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que parler de handicap, c'est extrêmement large et qu'on ne peut pas traiter une personne de déficience mentale et la même personne qui a une déficience physique. En revanche, moi, je voudrais vraiment poser des questions sur les institutions. Quelqu'un nous avait suggérer peut-être d'avoir des visites dans les institutions, mais une visite par exemple d'un assistant social qui va vraiment rendre visite aux personnes, ou même d'avoir des visites médicales, mais du coup à l'extérieur pour pouvoir libérer la parole de ces personnes, de ces femmes en situation de handicap. Par exemple, pas une visite gynécologique au sein de l'institution, mais une visite gynécologique plutôt à l'extérieur, au moins une fois par an, si ce n'est plus, pour avoir un suivi. Je suis très, très inquiète par la perte de la capacité légale de ces personnes qui se tombent aux mains justement d'un tuteur et même, je dirais même d'un juge, hein, parce que c'est ça, on ne sait pas si dans certains pays le système fait qu'on préfère opter pour une stérilisation que d'essayer de trouver un moyen de discuter et d'expliquer à ces femmes. Donc si vous avez des recommandations là-dessus pour pouvoir peut-être limiter cette perte de capacité ou peut-être l'encadrer d'une autre manière, de manière plus humaine. Chers collègues, puis-je proposer 5 minutes pour chacune de nos invités pour répondre aux questions qui ont été posées? Merci beaucoup pour les questions et les commentaires. Et par rapport à la situation de la capacité légale, je crois que vous avez l'exemple de l'Irlande. Par exemple, ils ont changé, ils étaient les premiers pays de l'Europe qui ont changé la législation pour assurer la prise de décision des personnes en situation de handicap et les soutiens pour la prise de décision dans les cas où il faut le faire à cause de l'handicap. Par exemple, quelqu'un avec un handicap intellectuel ou psychosocial. Donc, ça, c'est un exemple, je crois que c'est bien à considérer. Des autres pays ont suivi aussi l'exemple de l'Irlande. Et je crois que c'est là qu'il faut vraiment y aller. Et par rapport à tout ce qui est la situation de la vigilance des institutions, je crois que c'est très difficile. Je ne suis pas sûre que les coûts de la vie en la communauté, c'est plus cher que la vie dans les institutions. Mais les droits humains n'ont rien à voir avec les coûts économiques. Et les droits, c'est vivre dans la communauté, inclus dans la communauté. Et ça n'importe quel cost, mais il faut le faire, parce que c'est un droit qu'on a, de la vie dans la communauté. Mais je peux vous dire, hein, par exemple, dans mon pays, ils ont fait déjà des études d'économie et c'est moins cher soutenir et supporter les gens dans la communauté que dans des institutions. Je le dis encore une fois, c'est une question des droits humains. Je crois que la vigilance indépendante des autorités publiques et pour ce qui se passe dans des institutions, c'est fondamental. C'est fondamental. Et ça c'est quelque chose qui doit être fait. Et c'est pourquoi je crois que l'idée de visiter aussi des institutions, etc., est plutôt des systèmes. La vigilance et comment ça se passe, la surveillance des institutions, c'est quelque chose sur laquelle je crois que c'est bien travailler là-dessus.
Une fois de plus, merci beaucoup pour tout votre commentaire par rapport à la situation de la diversité de l'handicap. Vous avez parlé, il y a quelqu'un qui a parlé, ça, je crois que c'est fondamental. Et voir que vraiment il y a cette diversité. Les gens qui sont les plus blessés pour la vulnération des droits humains sont les gens sur lesquels on ne parle jamais. Et donc, si on parle beaucoup des gens avec l'handicap intellectuel et l'handicap psychosocial, c'est fondamental. Mais il y a aussi des autres handicaps qui méritent aussi l'attention de nous, parce que ces organisations n'arrivent même pas à parler de ces vulnérations devant des organes des droits humains comme le Conseil de l'Europe. Donc, des fois, il faut faire attention aussi à des autres situations de handicap. Par exemple, la situation des personnes sourdes aveugles, ou par exemple, la situation des personnes avec handicap de paralysie cérébrale, par exemple. Il y a beaucoup d'autres. Et il faut faire attention à cette diversité de l'handicap. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Iris. Alors, merci Madame Pelaez et Iris, je vous invite à commenter. Oui, très brièvement. La Convention porte sur toutes les formes de violence. Donc, notre mandat est très large et nous incluons aussi les femmes en situation de handicap. Et d'autres formes de violence à l'égard des femmes sont aussi couvertes par la Convention. Dans le cadre du travail du Grevio, nous considérons qu'il s'agit d'un travail complémentaire. Sur la base du comité également, nous faisons beaucoup de recherches lors des visites de suivi. Nous faisons beaucoup de lectures de rapports écrits par d'autres instances. Donc, dans chacun des États auxquels nous rendons visite, nous tenons compte des femmes et des filles en situation de handicap. Et nous nous basons largement aussi sur les rapports du Comité de l'ONU sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La première expérience que nous avons avec l'évaluation a montré très clairement qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les victimes aient confiance en le système. Il faut assurer leur protection. Il faut que justice soit rendue. Il faut qu'il y ait compensation pour les violences qu'elles ont subies. Nous essayons de le faire, en particulier dans le cadre du deuxième cycle d'évaluation. Ce que nous avons prévu, c'est de traiter de manière spécifique comment les autorités élaborent et mettent en œuvre des politiques pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et comment s'assurer que les femmes victimes de violences aux mains de différentes institutions puissent avoir justice. Quelles mesures précises sont prises pour assurer une intersectionnalité de toutes les politiques nationales qui sont pertinentes et qui doivent être conformes à l'article 4 de la Convention? Quelles mesures sont prises pour réduire les barrières, à la fois juridiques mais aussi concrètes, pour les femmes victimes de violences, y compris les femmes en situation de handicap, pour qu'elles puissent avoir accès aux soins de santé? Il y a un certain nombre de mesures qui doivent également être prises vis-à-vis de la police pour s'assurer, entre autres, que les difficultés de communication soient surmontées, qu'ils entendent les plaintes des femmes et qu'ils les prennent. Des mesures doivent aussi être prises pour faciliter l'identification et la prise en charge des femmes victimes de violences dans les institutions pour les personnes en situation de handicap. Et finalement, nous voulons également voir comment les autorités s'assurent que différents groupes de femmes et de filles, y compris les femmes en situation de handicap, soient pleinement informées et comprennent et donnent leur consentement éclairé à des procédures telles que la stérilisation ou l'avortement. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Bien, je crois que nous aurions matière à continuer pendant de longues heures. C'était extrêmement
intéressant et c'est une bonne contribution au rapport de Béatrice. Je pense que nous allons avoir un excellent texte. Entre-temps, nous pouvons continuer de coordonner nos travaux pendant la préparation du rapport. Nous avons déjà confirmé qu'il y aura une visite sur le terrain de la rapporteuse. Donc nous allons pouvoir poursuivre nos échanges et renforcer nos travaux respectifs. Béatrice, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur et beaucoup d'inspiration. C'est un dossier difficile, mais aussi très riche en inspiration. Nous remercions une fois de plus nos invités, nos expertes. Je crois que chacun aura beaucoup appris aujourd'hui et je crois que nous avons un rôle à jouer de retour dans nos parlements domestiques pour améliorer les choses. Autre mesure, merci beaucoup à vous et nous nous félicitons de la poursuite de nos travaux. Merci, chers collègues.